On va passer maintenant alors à un autre exercice qui est assez sympathique. Il s'agit d'entendre ou de voir ce que les autres, vos amis, qui vous aiment et quelques-uns qui vous aiment moins, pensent. De manière à ce que vous soyez affrontés à la réalité des jugements. Je pense que ceux qui vous aiment en ont dit trop, et puis ceux qui ne vous aiment pas en ont dit trop aussi. Donc on va essayer de voir s'il y a un milieu. Alors celui que j'ai interrogé, c'est Éric Scotto. D'abord parce qu'il est vraiment un conseiller proche. On sent bien, ça doit faire quoi, 30 ans, un peu plus. On était à l'école supérieure de commerce ensemble. Voilà, donc vous avez fait Subdeco ensemble, il est vraiment un vrai copain, il parle de tout. Et c'est un des commerçants les plus importants de cette ville. Oui, bien sûr, c'est un vrai homme d'affaires. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui et qui serait bon de savoir. Bon appétit. Et là, il m'a dit, je crois qu'il a au moins 2 qualités que les gens ne soupçonnent pas. Il m'a dit, la première, c'est un homme très cultivé. Et c'est vrai que ça apparaissait pas comme ça évident, parce que vous n'en faites pas l'étalage. Difficile en politique. Et que c'est rare. Non, c'est rare. Mais on me parle plus souvent du métro, du tramway, de la propreté de la ville que de l'opéra. Non, mais c'est pas incompatible. Je peux vous citer un grand nombre d'hommes politiques qui sont concrets sur les problèmes de la cité et qui n'empêchent, à chaque occasion, nous en collent une petite couche, histoire de bien nous montrer. En particulier l'histoire, c'est ça? En particulier. L'histoire, oui. Là, dans cette ville, vous êtes gâtés quand même. Ah bah oui, j'adore l'histoire de Marseille. C'est 2600 ans quand même. Ah, je pense plus. Vous voyez, je suis pas de... Je suis bon, 2600 Connu, ans. il y en a que 2600. Mais non, 2600 ans, c'est la légende, c'est Protis, Gyptis, qui est d'ailleurs une légende qui, évidemment, est une légende, mais qui correspond quand même à la nature marseillaise. Vous voyez, un immigré qui arrive, il se marie avec une fille du coin, bon voilà, ça donne Marseille. Je pense que c'est pas pour rien que la légende existe, c'est parce qu'il y a une réalité aussi. Évidemment. Mais moi, je suis très intéressé par la période qui précède les Grecs. Parce que, je vais vous dire une chose qui va vous étonner, peu de gens le savent, mais à Marseille, il existe des vestiges, des ruines gauloises, comme il en existe à peu près nulle part en France. Et c'est quoi? C'est un peuple qui s'appelle les Ségobriges, qui étaient donc des Celtes, les Ligures, les Celto-Ligures, qui étaient installés en fait où? Sur les collines, à partir de Marseille-Vert jusqu'à la Nerte. Et quand vous prenez le premier oppidum de Marseille-Vert, vous faites le tour des collines et vous avez 18 implantations Ségobriges qui surveillaient d'une certaine façon le port, parce qu'il devait certainement y avoir... Même si le port était encore pas le port, je m'exprime mal, la calanque du Lacido, qui surveillait la calanque du Lacido, et donc ils avaient... Et je pense qu'on devrait être plus précis dans la défense de ce patrimoine-là, parce que c'est un patrimoine qui est unique en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous avez comme ça une série de petits fortins, ce qu'on appelle les oppidums, des oppidas, pour parler latin correctement. Et voilà. Et donc c'est ceux-là dont une des femmes a épousé Protis, qui arrivait de Phocée, c'est-à-dire grosso modo d'Izmir. La Turquie d'aujourd'hui. Voilà, la Turquie d'aujourd'hui, qui était en fait l'avancée des Grecs qui étaient trop nombreux dans leur ville et qui faisaient comme ça un essaimage. Ils sont allés, les Phocéens sont allés jusqu'au sud de l'Espagne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Marseille, qui vient quand même d'être consacrée, ville de la culture en Europe, c'est quand même pas rien, j'ai trouvé que l'histoire était très absente quand même. Vous savez pourquoi? C'est parce que, vous avez raison, c'est parce que les Marseillais ont reconstruit leur ville sur la ville. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le quartier du Panier. Le quartier du Panier, c'est le plus vieux quartier de France, c'est la plus vieille ville de France. Quand on refait le collège du Vieux-Port, duquel j'ai été
élève dans ma jeunesse, qui était un CEG, parce que j'avais été poussé en dehors du lycée Thiers, parce qu'à cette époque-là, on mettait ceux qui étaient un peu turbulents dans les CEG. Ça n'existe plus, mais vous avez connu ça. Enfin, vous vous rappelez que ça existe. Hein, maintenant, ça s'appelle des collèges. Bon, enfin, voilà. Mais vous savez, j'en ai connu. Non, mais je m'en doute. Alors, donc, mais c'était pas une critique. Hein, bon. Et quand on a fait les travaux de reconstruction de ce collège du Vieux-Port, on a trouvé le plus vieux emporium connu au monde. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'entrepôt dans lequel on mettait le grain et les denrées et dans lequel couchaient les navigateurs. Et il est probable que cet emporium-là ait été construit 100 ans avant l'histoire de Protis et de Gyptis. C'est-à-dire que les Grecs fréquentaient déjà le Lacidon à cette époque-là. Ça n'explique pas qu'on ait gommé ce qui, pour moi... Ils se sont servis des Parce pierres. que je vais vous dire, ce qui apparaît pour les gens qui ne sont pas nés de Marseille, mangez un petit peu. Qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît qu'il y a un décalage entre l'image que ceux qui ne sont pas de Marseille se fait de la ville, cette espèce d'attachement à ce qui est invisible, imperceptible, et pourtant qui existe. C'est une énorme ville dont l'histoire et la culture remontent avec une crédibilité incroyable, remontent à un peu plus de 2500 ans. On trouve même, à côté de la gare Saint-Charles, des vestiges de moins de 20 000 ans. Ouais. Alors, c'est énorme. Hein. Deuxième énorme qualité, pour lui, et je ne suis pas sûr qu'il ait tort, il me dit, c'est un homme d'entreprise. Oui. Je veux dire, il a tenu un garage, il a tenu un restaurant, enfin, il sait ce que c'est, les salaires à faire, sortir la poubelle. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est pas une expérience indispensable aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une expérience indispensable, en tout cas, ça fait partie de la mienne. Quand j'aborde la question, par exemple, de la gestion municipale, je parle de l'entreprise mairie, hein, 12 000 salariés, 11 760, 4 500 vacataires, qu'on oublie toujours, qui sont une bombe sociale qu'il faudra gérer. Hein. Vous savez, c'est des gens qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 6 heures et dont il va falloir s'occuper. Quand on aborde la gestion de l'entreprise mairie, c'est mieux d'avoir eu une expérience de la RH, même si c'est au niveau, moi j'ai jamais eu plus de 25 salariés. Oui. Mais bon, voilà, je sais ce que c'est. Alors la troisième qualité, je ne vais même pas vous demander de l'expliquer, parce que sinon vous allez manger froid, mais c'est une vérité évidente avec tout ce que ça comporte de qualité et de défaut. C'est une énergie débordante. C'est-à-dire, il se lève assez tôt et il se couche assez tard. Et les collaborateurs en souffrent, j'en sais quelque chose. J'avais une blague que Goethals racontait quand on lui demandait ce qu'il pensait de moi. Il disait, il est très sympa, il m'appelle à 2 h du matin. Et en général, il commence par me dire, vous dormez pas, j'espère, Raymond. Et je suis obligé de lui dire non. Hein. Donc, c'est le défaut des gens qui bossent un peu. Donc, vous avez l'énergie. Donc, voilà pour ce qui est des qualités. Alors après, j'ai pris, pour voir les défauts, 2 personnages. Un qui s'appelle Jean Viard, parce que, bon, c'est le vice-président de la communauté urbaine, qui a eu, en tout cas au début, un rôle, et qui dit un truc, il n'est qu'un leurre pour masquer les jeux d'appareils insupportables. Mais ça, c'est pas une critique contre moi. Si. C'est une critique contre les jeux d'appareils. Non, il est qu'un leurre. Il est qu'un leurre. Ça veut dire, si, vraiment, c'est une critique, franchement. Ouais. Mais oui, en tout cas, c'est pas une chose gentille, et lui, il l'a pas dit pour être gentil en plus. Je crois, hein. Il attendait de vous que vous soyez davantage, sûrement, sur ce que j'ai compris, totalement indépendant des techniques, des espèces de systèmes de clans, de copinage, etc. Et c'est conforté aussi, c'est pour ça que je l'ai noté, par Christophe Lorenzi, qui lui dit... C'est un homme d'un clan, il agit comme ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire que lui, il dit que je suis l'homme d'un clan parce qu'il a voulu, pendant des années, être le membre du clan. Et moi, justement, j'ai voulu rompre avec tout ça. Oui. Et oui, mais je vais vous dire une chose. J'ai fait une liste aux élections municipales dans laquelle j'ai tenu compte des rapports de force politiques, ce qui est tout à fait normal, des secteurs, des représentations de gens dans les quartiers, car on ne va pas mettre des gens n'importe où parce qu'il faut gagner. Et il faut que sur les listes, il y ait des personnalités du quartier. Tenez, regardez, là vous avez M. Michelucci, il est président du club d'Andoum, il est sur ma liste. Demandez-lui si on fait partie d'un clan ou de je ne sais quoi. C'est une personnalité du 7e arrondissement qui s'investit, qui travaille, et à un moment on va lui poser la question, est-ce que ça vous intéresserait de vous engager? Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a 2 critiques qui sont contradictoires. D'un côté, il faudrait
prendre tous ses vieux amis sur la liste, et de l'autre côté, il faudrait faire des listes ouvertes en faisant venir des personnalités de la société civile, en y intégrant des écologistes, n'oublions pas qu'on a un accord avec Europe Écologie, en y intégrant les amis de Jean-Luc Benamias du Modem 13, en y intégrant des personnalités comme Mme Wisniewski, par exemple, comme Jean Viard, dont vous venez de parler, comme Jacques Boulestex, comme Hérodo, par exemple, qui est le président de la zone franche du 16e arrondissement. Voilà, dans toutes nos listes, il y a des personnalités. Alors, on ne peut pas d'un côté me reprocher d'avoir ouvert mes listes et de l'autre côté dire que je me comporte comme un clan parce que un ami qui est là avec nous depuis longtemps ne peut plus être sur la liste. Heureusement, il y a beaucoup d'amis à moi qui malheureusement n'ont pas pu m'accompagner sur la liste de cette aventure, mais qui m'accompagnent en collant des affiches, en distribuant des tracts, en parlant, en organisant des réunions, en faisant du militantisme. Vous savez, la majorité de ceux qui voulaient être sur la liste socialiste, Europe Écologie Les Verts, un nouveau cap pour les Marseillais, n'y sont pas. Songez, M. Tapie, qu'il y a eu 700 candidatures. Et qu'en réalité, il y a, disons, 150 socialistes sur 300. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent bien, et il y en a qui considèrent que c'est un droit. Alors, le droit, dans cette affaire-là, c'est, je crois, ça n'existe pas. C'est, voilà, il y a des moments où il faut faire des choix. C'est vrai que sur ma liste, j'ai choisi plutôt Jean Viard, Patrick Michelucci, Louis Salle, qui est le président du comité de quartier d'Andoum, plutôt que des personnes qui étaient avec moi depuis des années, dont je considérais que l'apport politique n'était pas au niveau de l'enjeu que nous avons, qui est de changer le destin des Marseillais. Alors, l'apport politique, il peut être fait en fonction de ce qu'apporte... Je m'excuse, l'apport politique et le travail. Ah, parce que l'apport politique, bon, ça limite, et le travail. On peut faire un... Et le travail. Non, mais parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui disent « je ne suis pas sur la liste », il y a des gens qui ne sont pas sur la liste, pour la raison que je viens de dire. Il y en a d'autres qui ne sont pas sur la liste, parce que j'ai considéré comme maire de secteur qui n'avaient pas fait le travail que j'attendais de leur part. Je vais vous dire les 3 sujets qui nous sont venus à nous, à la Provence, quand on interroge les gens. Tout ce que je vous dis là, c'est toujours des éléments qui ont été recueillis par les différentes institutions qui ont été interrogées par la Provence. Premier, il faut vraiment que vous nous expliquiez une fois pour toutes cette espèce de différent entre ce que les gens appellent FO et vous-même. Parce que c'est très compliqué. Il y en a qui se servent, hein, qui expliquent que... Bon, il faudrait que vous expliquiez ce que c'est que votre position par rapport à FO. En sachant qu'FO, ce n'est pas seulement une institution, c'est des hommes, c'est des dirigeants, etc. Moi, je ne parle pas d'FO. Écoutez bien mon discours. Je parle du syndicat des territoriaux forces ouvrières de la ville de Marseille. Je ne parle pas d'FO en général. Moi, j'ai absolument rien contre FO. Je vais même vous dire un truc, j'ai été adhérent de FO. Donc, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas, n'est pas entre un syndicat et moi. D'ailleurs, Maï l'a compris. Parce qu'il y a eu une petite discussion avec lui, et à la fin, il a compris qu'il s'était fait piéger ici. Parce que quand vous voyez qu'une organisation syndicale locale, qui est là pour défendre les intérêts matériels et moraux... Attendez, avant. Si Maï a lui-même failli, comme vous dites, comprendre autre chose, vous vous mettez à la place des gens. Ah non, mais je crois que les gens ont parfaitement compris. C'est le sujet que les gens comprennent. Je ne parle pas de vos concurrents, je parle des gens. Non, mais moi je vais vous dire, les gens ils comprennent, parce qu'ils savent une chose. C'est que nous sommes dans la gestion de la mairie, dans une situation où le maire de Marseille n'a pas les mains libres. Il agit et il est obligé de demander l'autorisation de ce syndicat pour beaucoup de choses. Je ne dis pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Et c'est pareil à la communauté urbaine. Et donc, moi je dis une chose. Si je suis le maire de Marseille... C'est pareil au port. Ah non, mais le port... par un autre syndicat. Mais là, vous vous trompez, on a les gens de la SNCM ici. Vous pouvez regarder l'attitude de la CGT aujourd'hui sur le port, des marraines de la CGT. Croyez-moi, suivez l'actualité des marraines de la CGT dans l'affaire de la SNCM. Ils sont extrêmement ouverts et ils ont accepté des choses qu'on est loin d'accepter à la ville de Marseille parce qu'ils veulent maintenir leur emploi, leur bateau et la capacité d'avoir des bateaux avec la Corse à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais être très simple. C'est le maire de Marseille qui doit décider des avancements dans le cadre des commissions. Bien sûr. On ne discutera plus l'avancement d'un employé municipal
dans un bureau avec une organisation syndicale. On le fera dans le cadre de la commission légale. Moi, ce que je veux, c'est que les employés municipaux qui ont du talent, qui se dévouent pour la ville, soient récompensés en fonction de leur talent, parce que je pense que ça conduit beaucoup de gens à ne pas se donner complètement. Ça ne sert à rien. Il suffit d'avoir la carte de tel syndicat pour avoir une promotion. Et moi, je travaille des heures, j'essaye de bien servir le public, et moi, je n'ai pas l'avancement. Eh bien, c'est ça que je dis. C'est que moi, je veux remettre de l'égalité. Et je le dis, d'ailleurs, je ne fais pas que des propositions qui sont un problème pour les employés municipaux. Je propose qu'on travaille 4 jours au lieu de 5, 35 heures. On pourrait, à la mairie de Marseille, dans un certain nombre de services, travailler 4 jours, les 35 heures en 4 jours. Ça nous permettrait, par exemple, d'avoir des amplitudes plus grandes. Quand vous pensez que l'Alcazar, qui est la plus belle bibliothèque que nous ayons, ouvre à 11 heures et ferme à 19 heures, très honnêtement, si je suis maire, moi je voudrais que l'Alcazar... Je ne veux pas construire une nouvelle bibliothèque. On la construira à Saint-Antoine, on la construira dans le 11e. Mais dans le centre-ville, il y a une bibliothèque formidable. Et ouvrons-la à 8 heures, fermons-la à 21 heures. Puis une fois par semaine, fermons-la à 23 heures. Mais ça, il faut que le personnel communal puisse accepter cela. Et voilà, moi c'est ça que je veux. Je veux que les gens qui font des efforts soient récompensés. Mais dans les entreprises que vous avez eues, vous faisiez pareil. Pareil. Ben voilà, je veux dire, on est dans une entreprise privée, on ne récompense pas les gens par rapport à leur carte syndicale. C'est par rapport à leur productivité. Ça dépend des métiers. Il y a encore des métiers où... Vous parlez peut-être de l'impression, des journaux, non? Alors... Pas à Provençal, pas à la Provence. Non. Je vais vendre le stade Vélodrome. Il est déjà vendu. Il est déjà vendu, le stade Vélodrome. Mais il est vendu à Arema. Le stade Vélodrome, aujourd'hui, c'est la propriété de qui exactement? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Ben, de celui qui a fait la promotion, la construction, et la mairie va devoir rembourser. Et voilà. Donc, dire Menucci veut vendre le stade Vélodrome, c'est une approximation. Voilà ce que je veux faire. Non, moi, attendez. Ouais. Non, c'est pas le cas. La mairie est obligée, aujourd'hui, dans l'état juridique du dossier, est obligée de le racheter, de le payer chaque fois par an pour amortir la construction. Voilà. Donc, et pour l'instant, il n'est pas à nous. On doit encore 500 millions. Non, mais qu'il soit payé à crédit, vous ne pouvez pas dire... Voilà. Donc, il est pour l'instant dû, mais il est à la ville. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Non, moi, j'ai une position qui est très simple. D'abord, je vais vous dire, je me rappelle d'une conversation avec Louis Dreyfus, il y a 10 ans. Il y a Avi qui est là, et on en a parlé ce matin. Louis Dreyfus avait dit à Jean-Claude Gaudin, donnez-moi le bail amphithéotique sur le stade, je mets 150 millions, je le couvre. Puis après, je fais peut-être quelques arrangements. C'était il y a 10 ans. Et comme c'était un homme quand même qui était attentif aux autres, il m'avait posé la question au groupe socialiste que je présidais. C'est Dacier qui était venu voir, discuter de ça. Et nous, on avait donné notre accord. On avait une réunion. Mais oui, c'est une super idée que l'OM soit propriétaire de son stade. Et nous, ça va nous permettre de prendre l'argent qu'on met dans le stade pour faire autre chose, notamment des piscines, par exemple, ou des stades, ou voilà. Jean-Claude Gaudin avait dit jamais on ne donnera le stade Vélodrome en bail amphithéotique. Ok, c'est encore une histoire FO. Hein. C'est parce qu'il y a une gestion du stade par l'équipe FO. Je vous le dis, le principe là, il était là. Alors ensuite, dans ce qu'il arrive, on est quand même les recordman du monde de construction de stades. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous avez gagné la Coupe d'Europe dans un stade, ouais. Voilà, hein, ok. Après, on l'a reconstruit en 1995, et maintenant, on va le reconstruire en 2014. En 20 ans, on aura reconstruit le stade 2 fois. 3 fois. 3 fois. Donc, on est quand même les recordman du monde. Et pendant ce temps, on avait 17 piscines quand Gaston Defferre est parti. Il n'y en a plus que 10 d'ouvertes. Je ne parle pas des piscines privées d'ici, je parle des piscines publiques. Donc, moi, je me dis, c'est quand même drôle, cette histoire-là. On va payer pour des clubs professionnels, pour du business professionnel, et pendant ce temps-là, les Marseillais ne peuvent pas apprendre à nager, les gamins ne peuvent pas faire de la voile. Bon. Donc il faut faire quelque chose. Bon, j'ai beaucoup discuté, cette idée m'est pas venue comme ça. Je vous soulignais quand même qu'elle est approuvée par 75% des Marseillais selon un sondage IFOP, et qu'elle est approuvée par tous les sites, là, Marseille Football Club, etc. À part les winners, tout le monde approuve cette solution. Pourquoi ?
Parce qu'elle permettra demain, s'il y avait par hypothèse un investisseur, un fonds souverain, de pouvoir acheter l'Olympique de Marseille et le bien. Évidemment, il n'y a que l'Olympique de Marseille qui peut acheter le stade, personne d'autre, c'est évident. Mais il y a une deuxième solution. Et ce matin, j'en ai parlé avec les étudiants de l'école de journalisme. Au fond, on me dit non, on ne peut pas vendre le stade. Très bien. Mais on doit 12 millions d'euros. L'Olympique de Marseille ne va pas mettre plus de 2,5 millions. Voilà. Le maire a dit il faut que vous payiez. Mais l'Olympique de Marseille, elle fait ce qu'elle veut. Parce que Jean-Claude Gaudin, il a fait un stade pour l'Euro 2016. Il n'a pas fait un stade pour l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, vous le savez mieux que moi, elle remplira le stade 4 fois par an. Voilà. Et si elle joue l'Europe à un certain niveau, peut-être 6. Donc, pourquoi, au fond, ne pas discuter avec l'Olympique de Marseille, y compris avec l'équipe Dreyfus, et Margarita, la Brune, pour qu'ils payent, eux, ces 12 millions. Mais non pas en échange d'un loyer, mais en échange d'une espèce d'éloi qui ferait qu'à la fin des 32 ans, l'Olympique de Marseille serait entièrement propriétaire du stade. Voilà une solution qui éviterait à la ville de Marseille de sortir les 12 millions d'euros et qui permettrait à notre club d'avoir une surface financière plus importante, puisqu'à côté de l'immatériel que représentent les joueurs, on aurait du matériel que représente le stade. Je fais cette proposition supplémentaire, je ne l'ai pas encore dit publiquement, je l'ai dit à des étudiants ce matin, mais je le dis avec vous. Je crois que c'est une solution qui peut s'entendre. Et les 150 millions que la ville de Marseille a déjà mis dans le PPP pour éclairer le PPP pour l'ouvrir, on pourrait également estimer qu'ils sont récupérés par la ville de Marseille à terme par ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, la ville de Marseille n'est plus capable de payer, disons que l'OM va donner 2,5 millions, de payer 9 millions d'euros par an en plus pour un stade. Parce que nous avons besoin de construire des piscines, nous avons besoin de construire des vestiaires de stade, nous avons besoin de refaire des pelouses, nous avons besoin, voilà, et nous avons besoin de tout ça. Que ce soit clair. Ça ne vous choque pas ce que je dis? Non, mais moi, il n'y a rien qui me choque. Je pense même que vous pourriez être d'accord avec moi. Je vais vous expliquer ce qui ne me choque pas. Et je vais vous expliquer simplement la limite du raisonnement. Car s'il y a une faute de commise, elle est d'avoir construit ce stade. Elle n'est pas de dire il le vend pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis absolument certain que personne ne l'achètera. Même pas l'OM. Parce que l'OM n'a pas l'argent pour faire ça. Et donc, le problème, il va se poser. Non, je vous le dis. Alors, quant à avoir le Qatar bis, c'est-à-dire un autre groupe qui appartiendrait à un pays du Moyen-Orient, etc., pour l'instant, ça ne se fera pas parce que ce n'est pas le football qui cherche ces gens-là, vous le savez bien. Mais attendez, M. Tapi, que je sois maire de Marseille. On verra si ça se fera. Oui, bien sûr. On verra. Moi, je vais vous dire une chose. Attendez, non, mais, je vais voir. Ça sous-entend quoi, votre position? Attendez, ça veut dire que vous avez déjà un tuyau, une idée? J'ai des éléments, oui. Alors, ça veut dire que vous avez... avez... je ne peux pas en parler, mais je sais qu'il y a des acheteurs de l'OM. Bien sûr. Ou bien quelque chose m'a échappé, ou bien je crois qu'on peut rassurer les Marseillais, puisque vous avez votre petite idée sur la manière dont on pourra... Je ne dis pas que c'est fait, mais on a une piste. En tout cas, je suis en situation de... Le maire de Marseille a cette possibilité voilà, il a les moyens de chercher... Vous n'imaginez pas à quel point vous allez faire des heureux, parce que pour l'instant, on a le sentiment un peu comme ça de l'extérieur. Moi, je n'ai pas de contact direct, donc j'ai plutôt l'impression que l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui est en plutôt récession de budget et que la Brune, il se débrouille pour faire des transferts. Et quand on commence à lui parler de l'éventualité de payer 12 millions par an, il devient fou. Moi, j'ai discuté avec la Brune samedi lors du match de Nice, mais un mot. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, mais j'ai l'impression qu'il ne mesure pas, et vous le savez mieux que moi, ce qu'est le public marseillais. Parce que croire que l'Olympique de Marseille, il ne va pas y avoir de vague si pendant 5 ans, on joue entre la 4e et la 8e place, c'est ne pas connaître l'OM. Et Marseille a besoin d'un grand club, pour des raisons économiques. On a besoin de jouer dans le top 10 européen. Donc il faut se créer la situation pour le faire. Je comprends qu'aujourd'hui, des investisseurs comme le groupe Dreyfus ne veuillent pas aller plus loin. C'est leur argent, c'est tout à fait possible. Mais à un moment, ils vont peut-être être obligés de se poser la question de qu'est-ce que devient ce club. Parce que si je suis maire de Marseille,
je crois, je n'aurais pas d'autorité sur la gestion du club. Mais je pourrais donner mon sentiment. Quand je vois que dans un match, maintenant, il vient 25 000 personnes, je me dis, mais où est cet engouement qu'on a connu, quoi? Et je ne fais pas forcément référence à vous, hein. J'ai connu la période avant, Manusson, Scoblar, etc. Je me dis, aujourd'hui, il faut quand même faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça avec ce club. Eh ben oui, mais ça ne se fait pas comme ça, malheureusement. Et j'espère que vous avez... Enfin, en tout cas, moi, je suis heureux de savoir qu'un des candidats a dans la tête un programme prévu pour que l'Olympique de Marseille aille mieux. Mais si vous êtes maire... Attendez, je finis. Si vous êtes maire et que vous n'y arrivez pas, il n'y a pas que Margarita qui va s'en prendre plein la tronche. Hein, j'ai déjà eu une banderole au stade, donc j'en aurai une deuxième. Oui, ce n'est pas grave. Voilà. C'est quand même la gloire, parce qu'à part vous et moi, qui a eu des banderoles dans le stade? Mais moi, j'en ai eu des bonnes. Hein. Ouais.